Imaginez un seul instant la scène. Vous êtes un paysan au XIIIe siècle. Vous travaillez dur dans les champs du lever au coucher du soleil. Il fait froid, la vie est rude, et pourtant, vous possédez une endurance physique incroyable. Comment est-ce possible? La réponse va vous surprendre. Ils mangèrent des choses que nous avons aujourd'hui totalement effacées de nos mémoires et de nos assiettes. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 6 super aliments oubliés sur lesquels comptaient ces agriculteurs médiévaux. Ce sont de véritables bombes nutritionnelles que l'industrie moderne vous cache presque. Je vous promets que le 3e aliment de cette liste pousse probablement dans votre jardin en ce moment même, et vous le prenez pour une mauvaise herbe. Alors, croyez-vous vraiment que notre nourriture moderne ultra transformée est meilleure que celle de nos ancêtres? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et préparez-vous à être totalement choqué par ces secrets du passé. Avant de plonger dans notre liste fascinante, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le Moyen Âge souffre d'une très mauvaise réputation. Quand on pense à la nourriture de cette époque, on imagine souvent du pain dur, de la bouillie grise et de la viande avariée. C'est un mythe absolu. En réalité, les paysans de l'époque avaient un régime alimentaire incroyablement riche en fibres et dépendant des saisons. Ils cultivaient des variétés de plantes qui devaient survivre à des hivers glaciaux et à des sols très pauvres, sans aucun pesticide chimique. Ces plantes de survie avaient donc développé des profils nutritionnels exceptionnels pour résister aux éléments. Ce sont de véritables concentrés d'énergie naturelle. Aujourd'hui, nos supermarchés ne veulent que des légumes qui poussent vite, qui ont tous la même forme parfaite et qui voyagent bien. À cause de cette recherche du profit rapide, nous avons perdu des trésors botaniques inestimables. Il est grand temps d'ouvrir les vieux grimoires d'agriculture et de redécouvrir ces 6 miracles de la nature. Commençons notre voyage dans le temps avec le premier de nos 6 super aliments médiévaux. Il s'agit du petit épeautre. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom dans des boulangeries artisanales modernes. Mais au Moyen Âge, c'était une véritable star des champs. Contrairement au blé moderne qui a été modifié des centaines de fois pour gonfler artificiellement et résister aux produits chimiques, le petit épeautre est resté pur. Il n'a presque pas changé depuis des milliers d'années. Les paysans l'appelaient le caviar des céréales. C'est une plante incroyablement robuste. Elle pousse sur des sols très pauvres, là où le blé classique refuserait tout simplement de germer. Les hivers glaciaux ne lui font pas peur. Les étés secs non plus. Pour un agriculteur du XIIe siècle, c'était une assurance vie absolue contre la famine. La tige de cette céréale est très haute, ce qui empêche les mauvaises herbes de lui voler la lumière du soleil. C'est vraiment la définition même de la résilience agricole antique. Mais pourquoi le petit épeautre est-il un super aliment supérieur à notre blé actuel? La réponse se trouve dans sa composition nutritionnelle bluffante. Imaginez un grain qui contient 8 acides aminés essentiels. C'est très rare pour une céréale. Il est bourré de magnésium, de zinc et de fer. Ce sont exactement les minéraux dont un paysan avait besoin pour réparer ses muscles après une journée à labourer la terre. Et voici une information cruciale pour détruire un mythe moderne. On pense souvent que le pain ancien rendait malade. Au contraire, le gluten contenu dans le petit épeautre est de très bonne qualité et beaucoup plus facile à digérer que celui du blé industriel d'aujourd'hui. Même les personnes légèrement sensibles au gluten le tolèrent souvent très bien. Sa consommation régulière apportait une énergie lente et durable, parfaite pour tenir toute la matinée sans ressentir de coups de fatigue. C'est le carburant idéal pour le corps humain conçu par la nature elle-même. Aujourd'hui, comment pouvons-nous utiliser cette merveille médiévale? Si vous trouvez du petit épeautre en grains dans un magasin bio, achetez-le sans hésiter. Il demande un peu plus de temps de préparation. Il faut souvent le faire tremper pendant la nuit, comme le faisaient les cuisinières du Moyen Âge, puis le faire bouillir doucement. Mais le résultat en vaut vraiment la peine. Il a un petit goût de noix absolument délicieux et une texture légèrement croquante. Vous pouvez l'utiliser pour remplacer le riz dans un risotto ou le manger froid en salade avec un peu d'huile d'olive et des herbes fraîches. Une recette médiévale classique consistait à le cuire longuement dans un bouillon de légumes ou de viande pour en faire un porridge très épais et nourrissant. Ce simple plat rustique est un véritable miracle pour votre flore intestinale moderne. En remettant le petit épeautre au menu,
vous mangez exactement l'histoire vivante. Passons au deuxième superaliment de notre liste, et celui-ci est un fruit particulièrement étrange. C'est la nèfle. Ne soyez pas surpris si vous n'en avez jamais vu. Ce fruit ressemble à une petite pomme rouillée avec une couronne au sommet. Au Moyen Âge, c'était l'un des fruits les plus précieux de l'hiver. L'arbre, le néflier, était présent dans presque tous les jardins paysans et dans les cours des châteaux. Le secret de la nèfle, c'est son processus de maturation complètement fou. Si vous l'accueillez sur l'arbre en automne et que vous croquez dedans, c'est immangeable. C'est dur, acide, et ça assèche la bouche instantanément. Les paysans avaient compris un truc génial. Il fallait laisser les fruits subir les premières gelées de l'hiver. Ensuite, on les conservait sur un lit de paille pendant plusieurs semaines. Ce processus magique s'appelle le bafouissement. La chair devient alors brune, molle et incroyablement sucrée. C'était le bonbon de l'hiver pour les enfants du Moyen Âge. D'un point de vue nutritionnel, la nèfle est un véritable bouclier contre les maladies hivernales. À une époque où les oranges n'existaient pas en Europe du Nord, la nèfle était la source principale de vitamine C pendant les mois les plus froids. C'est ce qui empêchait les paysans d'attraper le scorbut et de tomber malades à cause du climat rude. Ce fruit est également gorgé de fibres insolubles, excellentes pour nettoyer le système digestif, et de pectine naturelle. Même l'écrivain William Shakespeare mentionnait la nèfle dans ses célèbres pièces de théâtre, prouvant sa grande popularité à l'époque. Mais alors, pourquoi ce fruit miracle a-t-il disparu? Tout simplement parce qu'il ne correspond pas à nos critères modernes de beauté et de vitesse. Un fruit qu'il faut laisser pourrir à moitié avant de le manger? Ça ne se vend pas bien sous les néons d'un supermarché. L'industrie a préféré la pomme plus belle et plus rapide à consommer. Si vous avez la chance de croiser un néflier lors d'une promenade à la campagne, ou si vous trouvez des nèfles sur un vieux marché paysan, ne passez pas votre chemin. Pour la déguster comme nos ancêtres, attendez que le fruit soit bien mou au toucher. Ensuite, il suffit de percer la peau et d'aspirer la chair directement à l'intérieur. La texture ressemble à de la compote de pommes très épaisse, avec un goût étonnant qui rappelle la cannelle, le vin doux et le caramel. C'est un dessert naturel exceptionnel. Avec la nèfle, vous pouvez réaliser d'excellentes confitures ou une pâte de fruits traditionnelle que l'on appelait autrefois le fromage de nèfle. C'est une excellente façon d'ajouter des antioxydants rares et à votre petit déjeuner, tout en rendant hommage à l'ingéniosité des fermiers d'autrefois qui savaient tirer le meilleur de chaque saison. Voici le troisième trésor de notre liste. C'est la plante dont je vous parlais dans l'introduction. Il s'agit du pourpier. Aujourd'hui, si vous avez un jardin, vous passez probablement vos week-ends à l'arracher en pensant que c'est une vulgaire mauvaise herbe envahissante. C'est une erreur monumentale. Pour les agriculteurs médiévaux, le pourpier était un légume sacré. C'est une petite plante rampante avec des tiges rougeâtres et des feuilles charnues et gorgées d'eau un peu comme une plante grasse. Elle pousse de manière sauvage presque partout, sans demander une seule goutte d'eau d'arrosage. En pleine sécheresse estivale, quand toutes les autres salades meurent sous la chaleur écrasante du soleil, le pourpier reste vert et croquant. C'était une source de nourriture fraîche inespérée pour les populations de l'époque pendant les mois les plus chauds de l'année. Les Romains l'adoraient déjà, et au Moyen Âge, il était cultivé avec grand soin. Préparez-vous à un véritable choc nutritionnel concernant le pourpier. Cette humble petite plante sauvage contient plus d'acides gras oméga 3 que n'importe quel autre légume à feuilles vertes. Oui, vous avez bien entendu, avant même de connaître l'existence de l'huile de poisson pour la santé du cœur et du cerveau, les paysans consommaient leurs oméga 3 en mangeant cette simple salade du jardin. En plus de cela, le pourpier est une mine d'or en vitamine A, indispensable pour la vue, et en vitamine C pour renforcer le système immunitaire. Il contient aussi du magnésium, du calcium et du potassium. C'était littéralement leur pharmacie à ciel ouvert, qu'on l'utilisait même en médecine traditionnelle médiévale pour faire baisser la fièvre et soigner les inflammations de l'estomac. C'est le parfait exemple de l'aliment qui guérit, une notion que la médecine moderne commence seulement à redécouvrir aujourd'hui.
Il est temps de briser un nouveau mythe sur cette époque. On s'imagine souvent que les repas du Moyen-Âge étaient toujours lourds, composés uniquement de ragoûts bouillis pendant des heures et de choux cuits à l'eau. C'est faux. L'empereur Charlemagne lui-même avait ordonné que le pourpier soit cultivé dans les jardins royaux et dans tous les monastères de son empire. Les paysans appréciaient énormément la fraîcheur des salades sauvages. Ils cueillaient les jeunes feuilles de pourpier tôt le matin, quand elles sont les plus croquantes et les plus juteuses. Cette habitude de manger des feuilles crues apportait des enzymes digestives vitales que la cuisson détruit systématiquement. En consommant du pourpier, ils protégeaient leurs articulations de l'usure due aux travaux agricoles intensifs. La sagesse populaire avait compris intuitivement que cette petite herbe rouge et verte cachait une puissance insoupçonnée. Rien de plus simple que d'adopter le pourpier aujourd'hui. Si vous ne traitez pas votre jardin avec des produits chimiques, vous pouvez le récolter directement chez vous dès le début de l'été. Sinon, demandez à votre maraîcher local. En bouche, le pourpier est une véritable surprise. Il a une texture croquante et légèrement visqueuse, très agréable, avec un goût doucement acidulé et un peu salé. Il rappelle une touche de citron. Vous pouvez l'ajouter généreusement dans vos salades de tomates estivales, ou le glisser dans un sandwich à la place de la laitue habituelle. Au Moyen Âge, on aimait aussi le conserver dans du vinaigre, comme des cornichons, pour en profiter pendant l'hiver. Vous pouvez même le mixer dans un smoothie vert moderne pour booster vos oméga 3 de façon 100% végétale. Ne jetez plus cette plante miraculeuse, mangez-la. Entrons maintenant dans la catégorie des légumes racines, avec notre 4e super aliment. Découvrez le chervis. Ce nom ne vous dit sûrement rien, et c'est tout à fait normal. Le chervis a été complètement effacé de notre histoire culinaire. Pourtant, avant l'arrivée massive de la pomme de terre en Europe, c'était le roi absolu des potagers médiévaux. Le chervis est une racine fascinante. Imaginez une botte de petits doigts blancs ou grisâtres, longs et tordus, qui poussent sous la terre. L'empereur romain Tibère en raffolait tellement qu'il exigeait qu'on lui en apporte en guise de paiement des impôts. Chez les fermiers du Moyen Âge, c'était l'aliment de base par excellence pour affronter la saison froide. Il pouvait rester en terre tout l'hiver sans geler. Les paysans n'avaient qu'à creuser un peu la terre froide pour récolter un repas chaud et réconfortant, même sous la neige. Sur le plan de la nutrition et du goût, le chervis est un véritable chef-d'œuvre naturel. Il est beaucoup plus sucré que la carotte moderne. Son goût est souvent décrit comme un croisement délicieux entre le panais et la pomme de terre, avec une légère note de poivre en fin de bouche. Pour un travailleur de la terre, c'était une source incroyable de glucides complexes, offrant une énergie dense et de longue durée. Il contient également des quantités impressionnantes de potassium, très utiles pour réguler la pression artérielle et éviter les crampes musculaires. À une époque où le sucre raffiné n'existait pas pour les classes populaires, le chervis apportait cette douceur réconfortante dans les plats salés. Les cuisinières médiévales savaient que ce légume racine caché sous la boue était une source de calories nobles, indispensable pour survivre au froid brutal des campagnes. Alors, pourquoi avons-nous abandonné le délicieux chervis? Le grand coupable de cette disparition, c'est la pomme de terre. Quand elle est arrivée d'Amérique, la pomme de terre s'est imposée car elle forme un gros tubercule facile à ramasser et à éplucher. Le chervis, lui, produit de multiples petites racines fines. Il est plein de terre, difficile à nettoyer et très agaçant à éplucher pour les cuisiniers pressés de notre époque moderne. Il a été sacrifié sur l'autel de la rentabilité. Mais si vous voulez retrouver le goût authentique du XIVe siècle, cherchez des graines et plantez-le. Aujourd'hui, les grands chefs étoilés commencent à le redécouvrir. La meilleure façon de le préparer est de le brosser soigneusement sans l'éplucher, puis de le rôtir lentement au four avec de l'huile d'olive, du gros sel et du thym. La chaleur du four va caraméliser ces sucres naturels. C'est tout simplement sublime. Abordons maintenant le 5e aliment de notre liste secrète. Il s'agit du sorgho. Bien que souvent associé à l'Afrique d'où il est originaire, le sorgho était cultivé par les agriculteurs du sud de l'Europe durant le Moyen Âge. C'est une plante qui ressemble beaucoup au maïs,
mais qui cache des grappes de petites graines rondes au sommet de ses tiges. Le grand super pouvoir du sorgho, c'est sa résistance exceptionnelle à la sécheresse. Quand il ne pleut pas pendant des semaines et que le blé s'effondre, le sorgho se met simplement en pause, attend la pluie et repart de plus belle. Les paysans du bassin méditerranéen misaient tout sur cette culture pour survivre aux étés de plus en plus chauds. C'était leur garantie contre les aléas climatiques, une leçon d'agriculture antique que nous devrions sérieusement méditer aujourd'hui face aux changements climatiques modernes. Si le sorgho mérite le titre de super-aliment, c'est pour son incroyable richesse nutritionnelle. C'est l'un des rares grains totalement dépourvus de gluten de manière naturelle. C'était le sans gluten des paysans avant même que la mode n'existe. Mais ce n'est pas tout. Le sorgho est une véritable centrale à antioxydants, parfois même plus riche que les fameuses myrtilles. Il protégeait les cellules de nos ancêtres contre le vieillissement prématuré causé par le soleil et le travail épuisant. De plus, il contient bien plus de protéines que le maïs classique. Voici donc un autre mythe qui s'effondre. On dit souvent que les paysans médiévaux manquaient de protéines parce qu'ils mangeaient peu de viande. C'est ignorer la puissance des céréales anciennes comme le sorgho, qui leur apportait l'essentiel des acides aminés nécessaires pour construire du muscle et maintenir une santé de fer tout au long de l'année. Vous vous demandez sûrement comment intégrer le sorgho dans votre cuisine actuelle. C'est une céréale extrêmement polyvalente. Au Moyen Âge, on utilisait les tiges pour extraire un sirop sucré très parfumé, et les grains pour faire du pain plat, ou même brasser des bières rustiques. Aujourd'hui, vous pouvez trouver de la farine de sorgho dans presque tous les magasins d'alimentation naturelle. Elle est fantastique pour faire des crêpes ou des gâteaux très digestes avec un petit goût de noisette. Mais l'astuce la plus amusante, c'est de prendre les grains entiers et de les chauffer dans une poêle avec un couvercle, exactement comme du maïs. Les grains de sorgho vont éclater pour former de minuscules pop-corn blancs et croquants. C'est la collation saine par excellence, riche en fibres, pour vos soirées devant la télévision. Vos ancêtres seraient vainqueurs de vous voir manger ça. Nous arrivons enfin au 6e et dernier super-aliment médiéval de cette liste stupéfiante. C'est le millet. Aujourd'hui, quand on parle de millet en Europe, tout le monde pense automatiquement à la nourriture pour les oiseaux dans les cages. Quelle triste fin pour une céréale autrefois si majestueuse. Dans le monde antique et au Moyen Âge, c'était la graine d'or. Les légions romaines en distribuaient à leurs soldats pour leur donner du courage, et les agriculteurs médiévaux en consommaient presque tous les jours. C'est une plante qui pousse à une vitesse fulgurante. En 60 jours seulement après le semis, on peut récolter des milliers de petites billes jaunes prêtes à être mangées. C'était l'arme secrète absolue pour faire face aux récoltes tardives ou aux périodes de guerre. Quand les greniers étaient en boîte vide, à la fin du printemps, le millet poussait juste à temps pour sauver des villages entiers de la famine. Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille. Le millet est un géant de la nutrition. Il est incroyablement riche en vitamines du groupe B, qui sont essentielles pour l'énergie mentale et le bon fonctionnement du système nerveux. Il déborde de fer pour éviter l'anémie et de calcium pour fortifier les os. Mais son atout le plus méconnu, c'est qu'il fait partie des rares céréales dites alcalinisantes. Cela signifie qu'il neutralise l'acidité dans le corps. Pour un système digestif, mis à rude épreuve par une alimentation parfois monotone, c'était un pansement naturel. Le millet est d'une douceur incroyable pour l'estomac. C'était la nourriture de réconfort ultime du XIIe siècle. Quand quelqu'un était malade ou affaibli dans un village, on lui préparait une bouillie de millet bien chaude avec un peu de miel pour le remettre sur pied rapidement et durablement. L'histoire a souvent classé le millet comme la nourriture du pauvre. Mais c'est précisément parce qu'il était accessible et résistant qu'il a permis à nos ancêtres de survivre et de prospérer. Les seigneurs dans leurs châteaux mangeaient du pain blanc de froment, qui était prestigieux mais dépourvu de nutriments après blutage. Pendant ce temps, les paysans mangeaient du millet complet, conservant ainsi toutes les vitamines dans l'enveloppe du grain. C'est une ironie de l'histoire assez fantastique. Ceux qui travaillaient la terre avaient finalement
une alimentation bien plus dense en micronutriments que les rois. Le millet pousse avec très peu d'eau, et ses racines profondes ameublissent le sol pour les récoltes suivantes. C'est un véritable miracle écologique et agricole que l'industrie a mis de côté simplement parce que la farine de blé blanche était plus facile à manipuler pour les machines industrielles. La prochaine fois que vous faites vos courses, laissez le riz blanc de côté et achetez un sachet de millet décortiqué. C'est très bon marché et rapide à cuisiner. Il suffit de le cuire dans 2 fois son volume d'eau pendant 15 minutes jusqu'à ce que l'eau soit absorbée. Les grains deviennent légers et gonflés. Imaginez maintenant créer un bol repas moderne mais inspiré du Moyen Âge. Une base de millet chaud, garnie de racines de chervie rôties, accompagnée d'une belle salade de pourpiers frais, et pourquoi pas, d'un petit pain au sorgho ou au petit épeautre. Vous avez là un repas hyper protéiné, sans gluten industriel, riche en oméga 3 et en antioxydants, le tout pour un prix dérisoire. En mangeant ainsi, vous ne faites pas que prendre soin de votre santé. Vous créez un lien direct, à travers les siècles, avec ces paysans courageux qui connaissaient les véritables secrets de la terre. Voilà, la boucle est bouclée. Ces 6 aliments ne sont pas seulement de vieilles plantes curieuses, ce sont de véritables boucliers nutritionnels qui ont permis à des générations entières de survivre dans des conditions extrêmes. Le grand rebondissement de cette histoire, c'est que nos ancêtres, malgré une vie très rude, avaient un accès direct à une diversité végétale et à des aliments biologiques bien plus puissants que le consommateur moyen d'aujourd'hui, entouré par la malbouffe. Il est temps de reprendre le contrôle de nos assiettes en réintégrant le petit épeautre, la nèfle, le pourpier, le chervis, le sorgho et le millet. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage dans le temps avec moi. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un beau pouce bleu pour soutenir ce travail. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je suis très curieux de savoir, lequel de ces 6 super aliments allez-vous mettre sur votre prochaine liste de courses pour tester son goût? Répondez-moi dans les commentaires, je lis absolument tout.